Soupçonnant que la femme de ménage volait, le millionnaire lui a demandé d'ouvrir son sac et a été bouleversé en trouvant une photo. C'était la même photo de son fils disparu il y a 15 ans. La demeure de Guillaume Dupont, perchée sur une colline surplombant les vastes vignobles qu'il possédait, était un symbole de succès et de prospérité. Ses murs imposants, faits de pierres anciennes, racontaient l'histoire de générations de richesses, tandis que les jardins méticuleusement entretenus exhalaient une beauté sereine et intacte. Mais malgré toute cette opulence, la demeure était pour Guillaume un monument à sa souffrance. Chaque couloir, chaque pièce semblait résonner du vide laissé par la disparition de son fils, Sébastien, il y a 15 ans. Guillaume passait ses journées plongé dans le travail, essayant de combler l'abîme émotionnel par les chiffres et les transactions. Sa fortune avait augmenté de manière exponentielle au fil des années, mais la douleur de perdre Sébastien ne s'était jamais atténuée. Au contraire, elle s'était intensifiée avec le temps, devenant une compagne constante, une ombre qu'il ne pouvait jamais chasser. Récemment, Guillaume avait commencé à remarquer quelque chose d'étrange dans la demeure. De petits objets semblaient disparaître mystérieusement. Au début, il pensait que c'était simplement son esprit qui lui jouait des tours, fruit de la fatigue et du stress. Un stylo en argent, qu'il laissait toujours sur son bureau, avait disparu sans laisser de traces. Ensuite, une vieille montre ayant appartenu à son grand-père avait disparu du buffet du salon. Le plus troublant fut lorsqu'un cadre photo, contenant la seule photo qu'il avait de Sébastien, disparut également. C'était comme si la maison elle-même conspirait pour lui faire oublier le fils qu'il avait perdu. Ces événements commencèrent à l'inquiéter d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Guillaume, qui avait toujours été un homme rationnel et calculateur, commença à douter de sa propre santé mentale. Était-il, d'une certaine manière, inconsciemment en train d'éloigner ses souvenirs douloureux? Ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en jeu? Sa méfiance se tourna bientôt vers la nouvelle femme de ménage, Ariane, qui avait été embauchée il y a quelques mois. Ariane était une jeune femme discrète, travaillant toujours silencieusement dans les coins de la maison, sans jamais attirer l'attention sur elle. Guillaume n'avait jamais eu de raison de la soupçonner auparavant, mais maintenant, avec les disparitions inexpliquées, il commença à se demander si Ariane pouvait être impliquée. Un matin, alors qu'il examinait des documents dans son bureau, Guillaume entendit un bruit léger venant du couloir. Il se leva silencieusement et marcha jusqu'à la porte, l'ouvrant juste assez pour jeter un coup d'œil. Là se tenait Ariane, nettoyant le buffet avec son dévouement habituel. Elle semblait ne pas remarquer la présence de Guillaume, mais il l'observait attentivement, cherchant le moindre signe de comportement suspect. Le regard de Guillaume se durcit lorsqu'il réalisa qu'il ne pouvait plus ignorer ce qui se passait. Il savait qu'il devait agir, confronter Ariane et découvrir la vérité sur les objets disparus. L'idée que quelqu'un puisse manipuler les rares souvenirs qu'il avait de Sébastien le remplissait de colère et d'un profond sentiment de trahison. Résolu, Guillaume sortit de son bureau et marcha directement vers Ariane, qui sursauta en le voyant. Il la fixa avec une expression sévère, la tension dans l'air était presque palpable. « Ariane, » commença-t-il d'une voix ferme, « nous devons parler. » La jeune femme, qui n'avait jamais été abordée de manière aussi directe par son patron, devint visiblement nerveuse. « Monsieur Dupont, quelque chose est arrivé ?» demanda-t-elle, essayant de garder son calme. Guillaume l'observa un instant avant de continuer. « Ces derniers mois, certains objets ont disparu de la maison, des choses qui ont une valeur sentimentale pour moi. » Il fit une pause, étudiant la réaction d'Ariane. « Savez-vous quelque chose à ce sujet ?» Ariane écarquilla les yeux, surprise par l'accusation implicite. « Non, monsieur Dupont, je ne prendrai jamais rien de la maison. Je me contente de faire mon travail. » Guillaume continua de l'observer, cherchant un signe de culpabilité ou d'hésitation. Ne trouvant rien d'évident, il prit une décision. « Je dois que vous ouvriez votre sac, Ariane, maintenant. » Ariane devint pâle. « Mon sac, monsieur ?» Elle hésita, regardant le sac en cuir à côté de la table. « Mais je n'ai rien fait de mal. »« Alors vous n'avez rien à cacher, » répondit Guillaume, croisant les bras. « Ouvrez le sac. » Tremblante, Ariane prit le sac et commença à ouvrir la fermeture éclair avec des doigts tremblants. Guillaume sentit son cœur s'accélérer,
un mélange de colère et de peur envahissant ses pensées. Qu'allait-il découvrir? Lorsque Ariane ouvrit enfin le sac et commença à en montrer le contenu, Guillaume vit quelque chose qui fit s'arrêter son cœur un instant. Au fond du sac se trouvait une vieille photo, froissée et usée par le temps. C'était la photo de Sébastien, prise le jour de sa disparition. Guillaume ressentit un frisson parcourir son échine en voyant la photo de Sébastien au fond du sac d'Ariane. Il tendit la main tremblante, saisissant la photo avec précaution, comme s'il s'agissait d'un objet fragile et précieux. L'image était décolorée, les bords usés, mais il aurait reconnu ce visage n'importe où. C'était Sébastien, avec son sourire innocent et ses yeux brillants de curiosité, le jour exact de sa disparition. La douleur de se souvenir de ce jour fatidique revint avec une force totale, mêlée maintenant à la confusion et aux soupçons qui embrouillaient son esprit. Ariane l'observait en silence, manifestement effrayée par la réaction de Guillaume. Ses yeux étaient fixés au sol, comme si elle essayait de se protéger de l'intensité de son regard. « Comment avez-vous obtenu cette photo ?» La voix de Guillaume sortit rauque, chargée d'émotions qu'il avait du mal à contrôler. Il leva la photo devant Ariane, exigeant une réponse. Ariane leva les yeux, les larmes commençant déjà à se former. « Monsieur Dupont, je ne sais pas comment expliquer cela, » commença-t-elle, sa voix tremblante. « Cette photo, elle appartient à mon mari, Marc. Il a toujours gardé cette photo avec lui, depuis que nous nous sommes rencontrés. » Guillaume fronça les sourcils, essayant de comprendre ce qu'elle disait. « Marc ? Et qui est Marc ? Comment a-t-il obtenu cette photo de mon fils ?» Ariane essuya une larme qui commençait à couler sur sa joue. Marc a été adopté quand il était très petit. Il n'a jamais rien su de ses parents biologiques, mais il a toujours eu cette photo comme seul souvenir de son enfance. Il m'a dit que cette photo était tout ce qu'il avait pour se rappeler d'où il venait. Guillaume sentit le monde tourner autour de lui. La possibilité qui commençait à se former dans son esprit semblait si absurde, si improbable, qu'il avait du mal à y croire. Mais il devait en savoir plus. Il devait comprendre ce qui se passait. « Je veux rencontrer votre mari », dit-il avec fermeté, essayant de garder son calme. « Je veux lui parler en personne. » Ariane acquiesça rapidement, encore visiblement nerveuse. « Oui, monsieur Dupont, je peux amener Marc ici ce soir si cela vous convient. »« Amenez-le », répondit immédiatement Guillaume, sentant un mélange d'anxiété et d'espoir. « Nous devons parler au plus vite. » Après qu'Ariane eut quitté le bureau, Guillaume resta immobile pendant un long moment, tenant la photo de Sébastien. Il se sentait perdu dans un tourbillon d'émotions, chacune plus intense que la précédente. Marc pourrait-il être son fils perdu, Sébastien ? L'idée semblait impossible, mais en même temps, la photo qu'il tenait était une preuve tangible que quelque chose d'extraordinaire était sur le point d'être révélé. En attendant le retour d'Ariane avec son mari, Guillaume se perdit dans ses pensées sur le passé. Il se souvenait vivement du jour où Sébastien avait disparu. C'était un après-midi ensoleillé et ils étaient dans le jardin du manoir, jouant avec un avion en papier que Guillaume avait aidé son fils à construire. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que, en un clin d'œil, Sébastien disparaisse. Guillaume s'était retourné juste un instant et quand il avait regardé à nouveau, son fils avait disparu. Le désespoir qui suivit ce moment fut quelque chose que Guillaume ne put jamais surmonter. Les autorités furent immédiatement appelées et des recherches intensives furent menées, mais Sébastien ne fut jamais retrouvé. L'affaire ne fut jamais résolue, et Guillaume passa les 15 dernières années à vivre avec la culpabilité et la douleur de ne pas avoir réussi à protéger son fils. Maintenant, avec cette nouvelle information, il se sentait au bord de quelque chose de grand, quelque chose qui pourrait enfin lui apporter des réponses. Mais il craignait aussi ce qu'il pourrait découvrir. La nuit tomba, et avec elle, le nervosisme de Guillaume augmenta. Il attendait dans le salon, l'ambiance éclairée par les lumières douces des lustres anciens. Chaque minute qui passait semblait une éternité. Lorsqu'il entendit enfin la sonnette retentir, son cœur s'emballa. Il se leva rapidement et se dirigea vers la porte, l'ouvrant avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Ariane était là, accompagnée d'un homme grand, d'environ 30 ans, aux cheveux bruns et aux yeux profonds. Il semblait mal à l'aise, comme s'il ne savait pas à quoi s'attendre.
Guillaume l'étudia un moment, cherchant un quelconque trait familier. « Voici mon mari, Marc, » dit Ariane, sa voix douce mais encore chargée de tension. Guillaume tendit la main, sentant une vague d'émotions conflictuelles en serrant la main de Marc. « Enchanté de vous rencontrer, Marc, » dit-il, essayant de garder une voix ferme. « Je suis Guillaume Dupont. »« Le plaisir est pour moi, monsieur Dupont, » répondit Marc, d'une voix calme mais légèrement hésitante. « Ariane m'a dit que vous vouliez me parler de quelque chose d'important. » Guillaume hocha la tête, indiquant à tous deux d'entrer. « Oui, s'il vous plaît, entrez. Nous avons beaucoup à discuter. » Ils se dirigèrent vers le salon où Guillaume leur demanda de s'asseoir. Il regarda Marc attentivement, remarquant maintenant de petits détails qui lui semblaient étrangement familiers. La forme de son menton, sa façon de tenir ses mains, même le ton de sa voix. Guillaume ne put s'empêcher de poser la question qui lui trottait dans la tête depuis qu'Ariane avait mentionné la photo. « Marc, » commença Guillaume, choisissant ses mots avec soin. « Ariane m'a dit que vous avez été adopté quand vous étiez enfant, et que le seul souvenir que vous avez de votre enfance est cette photo. » Il leva la photo de Sébastien, regardant Marc directement. « J'ai besoin de savoir, vous souvenez-vous d'où vous avez obtenu cette photo ? Et pourquoi la gardez-vous » Marc regarda la photo avec une expression de profonde mélancolie. « Je ne me souviens pas de grand-chose de mon enfance, monsieur Dupont. Mais cette photo, elle a toujours été avec moi. Mes parents adoptifs ont dit que c'était tout ce qu'ils avaient lorsqu'ils m'ont trouvé. Je me suis toujours demandé qui étaient les personnes sur la photo, mais je n'ai jamais pu découvrir. » Guillaume sentit un pincement au cœur. Chaque mot de Marc semblait le rapprocher de la vérité qu'il redoutait tant et qu'il désirait pourtant découvrir. Il savait qu'il aurait besoin de plus de preuves, mais quelque chose en lui commençait déjà à croire à l'impossible. « Marc, » dit Guillaume, sa voix chargée d'émotion, « je crois que vous pourriez être mon fils, Sébastien. » Le silence qui suivit la déclaration de Guillaume était presque insupportable. Ariane et Marc échangèrent un regard, visiblement choqués par les paroles qu'ils venèrent d'entendre. Marc, qui jusque-là gardait une posture calme, sentit le sol se dérober sous ses pieds. La possibilité qu'il soit le fils perdu de Guillaume Dupont semblait surréaliste, mais en même temps, il ne pouvait ignorer le poids de cette révélation. « Votre fils ?» répéta Marc, la voix embuée par l'incrédulité. « Je ne sais pas quoi dire, monsieur Dupont. C'est impossible, n'est-ce pas ?» Guillaume, tenant toujours la photo, secoua lentement la tête. « Marc, je sais que cela semble impossible, mais toutes les pièces commencent à s'assembler. Cette photo, votre passé incertain, le fait que vous ayez été adopté, je ne peux pas ignorer ces signes. » Ariane, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, trouva enfin sa voix. « Mais comment cela aurait-il pu arriver ? Comment Marc pourrait-il être Sébastien, votre fils ? Que lui est-il arrivé quand il était enfant ?» Guillaume ferma les yeux un instant, essayant de rassembler ses pensées avant de répondre. « Sébastien a disparu il y a 15 ans. Il n'avait que 8 ans à l'époque. Nous étions dans le jardin du manoir, jouant, et en un instant, il a simplement disparu. Il n'y a jamais eu d'explication, aucune demande de rançon, rien. Les autorités l'ont cherché pendant des mois, mais elles n'ont jamais trouvé de piste. J'ai vécu toutes ces années avec la douleur et la culpabilité de ne pas avoir protégé mon fils. » Marc écouta attentivement, chaque mot de Guillaume résonnant profondément dans son esprit. Il avait toujours su qu'il y avait quelque chose d'incomplet dans son histoire, mais il n'aurait jamais pu imaginer qu'il était lié à une tragédie aussi grande. « Mes parents adoptifs n'ont jamais beaucoup parlé de la façon dont ils m'ont trouvé, » dit Marc, réfléchissant à son passé. « J'ai toujours pensé qu'ils m'avaient simplement recueilli, mais maintenant je commence à me demander ce qui s'est vraiment passé. » Guillaume ressentit une pointe d'empathie pour Marc. Le jeune homme en face de lui luttait clairement pour assimiler cette nouvelle réalité. « Je comprends combien cela doit être difficile pour vous, » dit Guillaume doucement. « Mais nous devons découvrir la vérité. S'il y a une chance que vous soyez vraiment Sébastien, mon fils, nous devons confirmer cela. » Marc hocha lentement la tête, encore sous le choc.
Mais comment pouvons-nous en être sûrs? Comment savoir si je suis vraiment Sébastien? Un test ADN, répondit immédiatement Guillaume. C'est la seule façon d'en être absolument certain. Je sais que c'est une grande demande, mais... Marc, j'ai besoin de savoir. S'il y a une chance que vous soyez mon fils, je dois en avoir la confirmation. Ariane serra la main de Marc, lui offrant le soutien silencieux dont il avait tant besoin. Marc, cela pourrait être la réponse que vous avez cherchée toute votre vie. Peut-être est-il temps de découvrir la vérité sur qui vous êtes vraiment. Marc regarda sa femme, ressentant le même mélange de peur et d'espoir qu'elle portait dans ses yeux. Il savait qu'Ariane avait raison. Il s'était toujours interrogé sur son passé, sur ses véritables origines, et maintenant, face à cette possibilité inattendue, il ne pouvait simplement pas tourner le dos. « D'accord », dit finalement Marc, en prenant une grande inspiration pour calmer ses nerfs. « Faisons le test ADN. Si c'est la seule façon de découvrir la vérité, alors allons-y. » Guillaume ressentit une vague de soulagement mêlée d'appréhension. Il savait que le test ADN pouvait confirmer ses soupçons, mais il savait aussi qu'il pouvait révéler une réalité encore plus douloureuse. Pourtant, il était déterminé à aller de l'avant, quel que soit le résultat. « Je vais organiser le test immédiatement, » dit Guillaume, essayant de garder une voix ferme. « Je vous demande juste de rester ici ce soir pour que nous puissions discuter calmement de tout cela demain matin. » Marc et Ariane acquiescèrent, comprenant l'importance du moment. Guillaume les accompagna jusqu'aux chambres d'amis, où ils pourraient se reposer avant le jour suivant. Mais la nuit s'annonçait longue pour eux tous, chacun étant occupé par des pensées conflictuelles et des incertitudes. Plus tard, seul dans son bureau, Guillaume s'assit à son bureau, regardant à nouveau la photo de Sébastien. L'image de son fils, capturée le jour où tout a changé, semblait le regarder en retour, comme si elle attendait quelque chose. Guillaume passa ses doigts sur le bord usé de la photo, sentant le poids du temps et de la douleur qu'elle représentait. Il savait qu'au fond de son cœur, il commençait déjà à croire que Marc était vraiment Sébastien. Les similitudes physiques, la photo, le vide dans le passé de Marc, tout semblait pointer vers cette conclusion. Mais Guillaume savait aussi que la confirmation de cette vérité apporterait une nouvelle vague de défis émotionnels et pratiques. Comment Marc réagirait-il à cette révélation ? Comment pourrait-il l'aider à se reconnecter à un passé dont il se souvenait à peine ? Cette nuit-là, Guillaume dormit à peine. Il se retournait dans son lit, ses doutes et ses peurs tournoyant dans son esprit. Le lendemain matin apporterait des réponses, mais il pourrait aussi soulever plus de questions qu'il n'était prêt à affronter. Le test ADN était la clé pour déverrouiller un mystère qui avait dominé sa vie pendant 15 ans. Guillaume savait que, quel que soit le résultat, rien ne serait plus jamais pareil. Il se prépara mentalement à ce qui allait arriver, sachant que la vérité, quelle qu'elle soit, changerait à jamais le cours de leur vie. Le lendemain matin arriva avec un sentiment d'inquiétude dans le manoir de Guillaume. Le soleil levant teignait le ciel de nuances de rose et d'or, mais à l'intérieur des murs de la maison, une tension palpable flottait dans l'air. Guillaume se réveilla tôt, n'ayant pas beaucoup dormi, et passa les premières heures de la journée à revoir les préparatifs pour le test ADN. Il voulait s'assurer que tout serait fait le plus rapidement et discrètement possible. En attendant l'arrivée du médecin qui allait effectuer le prélèvement, Guillaume se perdit dans ses pensées sur la possibilité que Marc soit réellement son fils, Sébastien. Le poids de cette découverte potentielle était immense, et il savait que, si elle était confirmée, sa vie changerait à jamais. Mais ce qui l'inquiétait le plus, c'était comment Marc réagirait à tout cela. Comment un homme qui a vécu toute sa vie sans connaître sa véritable origine pourrait-il faire face à la révélation qu'il a en réalité été victime d'un enlèvement ? Au petit déjeuner, l'atmosphère était chargée de silence. Ariane essayait de briser la tension avec de petites conversations, mais il était évident que chacun était absorbé par ses propres pensées. Marc, en particulier, semblait plus introspectif que jamais. Il touchait à peine à la nourriture, son esprit manifestement occupé par ce qui allait arriver. Enfin, la sonnette retentit, annonçant l'arrivée du médecin. Guillaume se leva immédiatement et alla l'accueillir à l'entrée. Le médecin, un homme d'âge moyen avec une expression sereine et professionnelle, salua Guillaume d'un signe de tête. « Monsieur Dupont,
Je suis ici pour réaliser le test ADN comme convenu, dit-il, d'une voix calme et rassurante. Merci d'être venu si rapidement, répondit Guillaume, essayant de garder son calme. Veuillez me suivre. Guillaume conduisit le médecin dans la pièce où Marc et Ariane attendaient. Le médecin expliqua la procédure, assurant à tous qu'elle serait rapide et indolore. Marc acquiesça, acceptant de procéder au test, bien qu'il fût visiblement nerveux. Guillaume accepta également de fournir son échantillon pour la comparaison et en quelques minutes, les prélèvements furent effectués. Les résultats seront disponibles dans quelques jours, informa le médecin en terminant. Je vous contacterai dès qu'ils seront prêts. Une fois le prélèvement terminé, le médecin prit congé, laissant derrière lui un manoir plongé dans un mélange d'anxiété et d'attente. Guillaume regarda Marc et Ariane monter les escaliers, probablement pour essayer de trouver un peu de paix au milieu de la tempête d'émotions qu'ils traversaient. Alors que les jours traînaient jusqu'à l'arrivée des résultats, Guillaume se retrouvait de plus en plus absorbé par les souvenirs de Sébastien. Il revisitait les endroits du manoir que son fils fréquentait autrefois, comme le jardin où ils jouaient ensemble et le petit studio de musique où Sébastien répétait au piano. Chaque endroit ramenait des souvenirs douloureux, mais aussi un espoir renouvelé qu'il pourrait enfin être proche de clore ce cycle de souffrance. Marc, quant à lui, luttait pour faire face à la possibilité que toute sa vie ait pu être construite sur un mensonge. Il passait des heures à discuter avec Ariane de son passé, essayant de se remémorer le moindre détail qui pourrait lui donner un indice sur sa véritable identité. Mais comme toujours, tout ce qu'il trouvait était un vide, une absence de mémoire qui semblait maintenant plus troublante que jamais. « J'ai toujours su qu'il manquait quelque chose », dit Marc à Ariane un soir, alors qu'ils étaient en coucher. « Mais je n'aurais jamais imaginé que ce soit quelque chose d'aussi énorme. Et si c'est vrai? Et si je suis vraiment Sébastien? Comment vais-je gérer cela ?» Ariane serra la main de Marc, lui offrant son soutien. « Marc, peu importe ce que le test révélera, tu resteras la personne que tu as toujours été. Rien ne peut changer cela. Et quelle que soit la vérité, nous l'affronterons ensemble. Tu n'es pas seul. » Les paroles d'Ariane apportèrent un certain réconfort à Marc, mais il savait que la véritable paix ne viendrait que lorsqu'ils auraient des réponses définitives. D'ici là, il se sentait comme un navire à la dérive, ne sachant pas dans quelle direction il devait aller. Guillaume, de son côté, traversait un tourbillon d'émotions. Il se surprenait à alterner entre l'espoir de retrouver son fils et la peur que tout cela ne soit qu'une erreur, qu'il s'accroche à un faux espoir qui ne ferait que prolonger sa douleur. Il savait que, lorsque les résultats arriveraient, il devrait être prêt à tout dénouement. Enfin, le jour tant attendu arriva. Guillaume a reçu un appel du médecin l'informant que les résultats étaient prêts. Son cœur s'est emballé en entendant la nouvelle, mais il a gardé son calme et a remercié le médecin avant de raccrocher. Il a immédiatement appelé Marc et Ariane, leur demandant de descendre au bureau. Lorsque tout le monde était réuni, Guillaume tenait l'enveloppe contenant les réponses qu'ils attendaient tous avec impatience. Le moment était chargé d'une attente presque insupportable. Les mains tremblantes, il a ouvert l'enveloppe et lu le contenu. Quand il a levé les yeux, ses émotions étaient claires, un mélange de choc, de joie et de soulagement. « Marc », a commencé Guillaume, sa voix presque brisée. « Le test a confirmé. Tu es mon fils, Sébastien. » Le monde de Marc sembla s'arrêter à cet instant. Il regarda Guillaume, incrédule, essayant de comprendre l'ampleur de la révélation. Ariane porta les mains à sa bouche, émue. Les mots que Marc tentait de trouver ne vinrent pas immédiatement. À la place, il se laissa simplement envelopper dans une étreinte par Guillaume, une étreinte qui semblait réparer des années de douleur et de perte. « Je n'arrive pas à y croire. Je suis vraiment ton fils », murmura Marc, essayant encore d'absorber la vérité. Le poids de la révélation était presque écrasant, mais en même temps, elle apportait un sentiment de paix qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Guillaume, les larmes aux yeux, serra Marc fermement dans ses bras. « Tu es revenu vers moi, Sébastien. Je n'ai jamais pensé que ce jour arriverait, mais tu es là, et je ne te laisserai plus partir. » Alors que l'émotion des retrouvailles prenait le dessus sur tous dans la pièce, une nouvelle aventure commençait pour Guillaume, Marc et Ariane.
La quête de la vérité avait pris fin, mais désormais, le défi était de reconstruire ce qui avait été perdu et d'apprendre à vivre avec la nouvelle réalité qui s'offrait à eux. La confirmation que Marc était, en fait, Sébastien, le fils perdu de Guillaume, changea l'atmosphère au manoir Dupont d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. L'émotion des retrouvailles initiales fut intense, mais au fil des jours, tous commencèrent à réaliser que la réalité de leurs nouvelles circonstances apportait avec elle autant de défis que de joie. Guillaume, qui avait passé des années à vivre avec la douleur d'avoir perdu Sébastien, se retrouvait maintenant plongé dans un mélange de bonheur et d'incertitude. Il avait retrouvé son fils, mais la vérité est qu'ils étaient presque des étrangers l'un pour l'autre. Guillaume ne savait pas comment combler le fossé laissé par 15 ans de séparation, et cette incertitude le troublait profondément. Marc, de son côté, était tout aussi perplexe. Il avait passé toute sa vie sans savoir qui il était vraiment, et maintenant, soudainement, il devait s'ajuster à l'idée d'être Sébastien Dupont, héritier d'une fortune et membre d'une famille qu'il connaissait à peine. Bien qu'il soit reconnaissant d'avoir retrouvé son père biologique, il ressentait aussi une étrange nostalgie pour sa vie simple, où il n'avait pas à porter le poids de ses nouvelles responsabilités. Ariane, toujours présente et attentive aux besoins de Marc, devait également s'adapter à la nouvelle réalité. Elle savait que Marc luttait pour trouver sa place dans ce nouveau monde et faisait de son mieux pour le soutenir, bien qu'elle sente parfois qu'il s'éloignait émotionnellement. Elle s'inquiétait de ce que ce changement drastique signifierait pour leur relation et pour la vie qu'ils avaient construite ensemble. Un jour, alors qu'il marchait dans le vaste jardin du manoir, Guillaume se retrouva perdu dans ses pensées. Le son lointain des oiseaux et le léger bruissement des feuilles dans le vent étaient les seuls bruits qui rompèrent le silence. Il se demandait comment il devait procéder à partir de maintenant. L'idée de simplement reprendre la vie comme si rien ne s'était passé semblait impossible, mais il ne savait pas non plus comment construire une relation avec Marc, qu'il savait désormais être Sébastien. C'est au cours de cette promenade que Guillaume décida qu'il devait parler ouvertement avec Marc de l'avenir. Il savait que, pour aller de l'avant, ils devaient affronter leurs incertitudes ensemble et tracer un chemin qui ait du sens pour eux deux. Déterminé, il retourna au manoir et se rendit au bureau, où Marc avait commencé à passer plus de temps. Marc était assis devant l'ordinateur, plongé dans des documents et des informations sur les affaires familiales que Guillaume lui avait récemment confiées. Lorsque Guillaume entra, Marc leva les yeux et essaya de sourire, mais la fatigue et l'incertitude étaient évidentes sur son visage. « Marc, nous devons parler », dit Guillaume, s'asseyant sur la chaise en face de Marc. Marc hocha la tête, mettant les documents de côté. « Je pense aussi que nous devons le faire, papa », répondit-il, encore en train de s'habituer à appeler Guillaume de cette manière. « Il se passe tellement de choses et je ne sais pas comment gérer tout cela. » Guillaume sentit un pincement au cœur en entendant les paroles de son fils. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler. La vérité est que moi non plus, je ne sais pas exactement comment m'y prendre. Mais ce que je sais, c'est que je veux que tu te sentes libre de trouver ton propre chemin. Il n'y a pas de précipitation pour que tu t'adaptes à cette nouvelle vie. » Marc regarda Guillaume, reconnaissant pour sa compréhension. « Je veux faire cela, papa. Je veux en savoir plus sur notre famille, sur ce que j'ai manqué. Mais en même temps, j'ai l'impression de m'éloigner de la vie qu'Ariane et moi avons construite. Tout change si vite, et je ne sais pas si je suis prêt pour cela. » Guillaume acquiesça, comprenant le dilemme de Marc. « Tu n'as pas besoin de te précipiter, Sébastien, » dit-il, avec une touche d'émotion dans la voix en utilisant le nom de son fils. « Je ne veux pas que tu te sentes obligé de t'intégrer dans quelque chose qui n'a pas de sens pour toi. L'important est que tu saches que tu as un foyer ici, et que je suis là pour te soutenir dans toute décision que tu prendras. » Marc soupira, ressentant le poids des attentes, mais aussi le soulagement de savoir qu'il n'était pas seul dans cette aventure. « Je veux avancer pas à pas, » dit-il enfin. « Je veux apprendre qui je suis, en savoir plus sur notre famille, mais je veux aussi préserver les choses qui sont importantes pour moi, comme mon mariage avec Ariane. Je ne veux pas perdre cela. » Guillaume sourit, ressentant un profond respect pour le fils qu'il redécouvrait. « Et tu n'as pas besoin de perdre cela, Sébastien. Ariane fait partie de notre famille maintenant, et je la considère comme une fille.
Nous allons travailler ensemble pour nous assurer que nous trouvions tous un nouvel équilibre. » La conversation apporta un nouveau sens de l'objectif pour les deux. Ils décidèrent que Marc commencerait à en apprendre davantage sur les affaires familiales, mais à son propre rythme. Guillaume suggéra également qu'ils passent plus de temps ensemble, en dehors du cadre professionnel, pour mieux se connaître en tant que père et fils. Peut-être, pensa Guillaume, que cela les aiderait à combler les lacunes laissées par les années de séparation. Plus tard, Marc parla avec Ariane des décisions qu'ils avaient prises, et ensemble, ils commencèrent à élaborer un plan pour équilibrer leurs nouvelles responsabilités avec la vie qu'ils avaient avant que tout cela n'arrive. Bien que la transition ait été difficile, ils étaient déterminés à affronter les défis ensemble, renforçant ainsi leur relation au fil du temps. Ce soir-là, alors qu'ils dînaient dans la salle à manger éclairée par d'anciens chandeliers, il régnait une sensation de calme qu'ils n'avaient pas ressentie depuis longtemps. Le silence n'était plus oppressant, mais confortable, rempli d'une compréhension mutuelle que chacun était engagé à faire fonctionner cette nouvelle vie. À mesure que le dîner avançait, Guillaume regarda Marc et Ariane, ressentant une vague de gratitude pour avoir enfin sa famille réunie. Il savait que le chemin à venir serait encore semé d'embûches, mais pour la première fois depuis des années, il sentait que la paix était à portée de main. Au fil du temps, le manoir Dupont commença à s'adapter à la nouvelle réalité. Marc, désormais reconnu sous le nom de Sébastien, se plongea dans l'apprentissage des affaires familiales, tandis que Guillaume essayait de rattraper les années perdues avec son fils. Ariane, quant à elle, commença également à se sentir plus à l'aise dans la maison, créant une routine qui équilibrerait son rôle de femme de Marc et sa nouvelle position au sein de la famille Dupont. Cependant, malgré leurs efforts pour aller de l'avant, quelque chose troublait profondément Guillaume. À mesure qu'il se rapprochait de Marc, Guillaume commença à se remémorer des détails du jour où Sébastien avait disparu, des détails qu'il avait auparavant ignorés ou oubliés en raison de la douleur et du choc. Ces souvenirs, bien que vagues, l'amenèrent à remettre en question certains aspects de la disparition de son fils, et il ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il y avait quelque chose de plus dans cette histoire, quelque chose qu'il n'avait pas perçu à l'époque. Un soir, alors qu'il marchait dans le couloir principal du manoir, Guillaume s'arrêta devant le portrait de Corinne, sa femme accrochée au mur. Il resta là pendant quelques minutes, observant la peinture, essayant de comprendre pourquoi son instinct le poussait à la suspecter. Corinne avait toujours été une femme ambitieuse et parfois froide, mais Guillaume n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse être impliquée dans quelque chose d'aussi terrible que la disparition de Sébastien. Guillaume décida qu'il était temps de confronter ses doutes. Le lendemain, il commença à passer en revue d'anciens documents, correspondances et registres qui pourraient éclairer le comportement de Corinne à l'époque de la disparition. Il savait que, si ses soupçons étaient fondés, il avait besoin de preuves concrètes avant de l'accuser de quoi que ce soit. Tandis que Guillaume menait son enquête, Marc remarqua que son père devenait de plus en plus distant et préoccupé. Une tension croissante entourait Guillaume, et Marc ne parvenait pas à comprendre ce qui se passait. Inquiet, il décida de l'aborder un après-midi, alors que Guillaume se trouvait dans son bureau, entouré de papiers et de vieux dossiers. « Papa, que se passe-t-il » demanda Marc en entrant dans le bureau sans frapper. « Tu sembles distant ces derniers temps. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?» Guillaume regarda Marc, hésitant un moment. Il savait que partager ses soupçons avec son fils pourrait être dévastateur, surtout compte tenu de la relation que Marc commençait à construire avec la famille. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas continuer son enquête en secret, sans au moins informer Marc de ce qui se passait. « Marc, il y a quelque chose dont je dois te parler », commença Guillaume, d'une voix lourde d'inquiétude. « Ces derniers jours, je me suis rappelé certains détails du jour où tu as disparu, et honnêtement, cela m'a conduit à remettre en question certaines choses. » Marc fronça les sourcils, sentant un frisson lui parcourir l'échine. « Que veux-tu dire, papa? De quel genre de choses parles-tu » Guillaume prit une profonde inspiration avant de continuer. « J'ai commencé à soupçonner que Corinne, ta belle-mère, pourrait être impliquée dans ce qui t'est arrivé. Je sais que cela semble absurde, mais il y a de petits détails qui ne collent pas, et je commence à croire qu'elle pourrait avoir joué un rôle dans ta disparition. » Marc resta silencieux pendant quelques instants, absorbant ce que Guillaume venait de dire.
L'idée que Corinne, la femme qu'il avait connue comme sa belle-mère, puisse être impliquée dans son enlèvement était perturbante. « Tu penses vraiment qu'elle aurait pu faire quelque chose comme ça ?» demanda-t-il encore incrédule. « Je ne sais pas, Marc, » répondit Guillaume, passant une main dans ses cheveux, visiblement angoissé. « Mais je ne peux pas ignorer ses soupçons. J'ai besoin de réponses, et je vais continuer à enquêter jusqu'à ce que je découvre la vérité. » Marc ressentit un tourbillon d'émotions en entendant les paroles de Guillaume. D'un côté, il voulait croire que Corinne, malgré tous ses défauts, ne serait pas capable de quelque chose d'aussi horrible. De l'autre, il savait que son père était un homme rationnel qui ne ferait pas de telles accusations sans raison solide. « Alors, que comptes-tu faire ?» demanda Marc, essayant de rester calme. « Je vais continuer à enquêter, » dit Guillaume déterminé. « Et si je trouve la moindre preuve que Corinne est impliquée, je la confronterai. Je sais que cela peut être difficile pour toi, mais nous devons savoir la vérité, quoi qu'il en coûte. » Marc acquiesça, encore en train de traiter la gravité de la situation. « Je comprends, papa. J'espère juste que, quelle que soit la vérité, nous pourrons y faire face ensemble. »« Nous y ferons face ensemble, oui, » dit Guillaume avec fermeté. « Et, quel que soit ce que nous découvrirons, rien ne nous séparera de nouveau. » Les jours suivants furent marqués par une tension croissante au manoir. Guillaume continuait à enquêter discrètement, tandis que Marc tentait de maintenir une routine normale, bien qu'il sache que quelque chose de grand était sur le point d'être révélé. Ariane, sensible au changement dans le comportement de Marc, tenta de le réconforter, mais elle savait qu'il y avait des questions qu'il devait régler avec son père. Finalement, un après-midi, Guillaume trouva ce qu'il cherchait. Caché parmi les vieux papiers de Corinne, il découvrit une série de correspondances échangées entre elle et un homme dont le nom ne lui était pas immédiatement familier. Le langage des lettres était prudent, mais il y avait des références à un plan et à résoudre la situation de Sébastien. Guillaume sentit son sang se glacer en lisant ces mots, qui semblèrent confirmer ses pires soupçons. Avec les lettres en main, Guillaume savait qu'il ne pouvait plus attendre. Il devait confronter Corinne et exiger une explication. La confrontation serait difficile, douloureuse, mais nécessaire. La vérité, aussi terrible soit-elle, devait être révélée. Ce soir-là, Guillaume appela Marc dans le bureau et lui montra les lettres. Marc lut les mots avec incrédulité, ressentant une colère grandissante mêlée à une profonde tristesse. « C'est horrible, » murmura-t-il, essayant de contrôler ses émotions. « Comment a-t-elle pu faire ça ?» Guillaume, les yeux fixés sur son fils, posa une main sur l'épaule de Marc. « Demain, nous allons la confronter, et nous exigerons qu'elle nous dise tout. » Marc acquiesça, sachant que le lendemain serait un tournant dans leur vie. Ensemble, ils affrontèrent la vérité, et plus rien ne pourrait être laissé dans l'ombre. L'aube du lendemain apporta une atmosphère tendue à la demeure des Dupont. Guillaume et Marc avaient à peine dormi, leurs esprits préoccupés par la confrontation à venir. Les lettres que Guillaume avait découvertes flottaient au-dessus d'eux comme un nuage noir, annonçant que la vérité était sur le point d'éclater et que les conséquences seraient inévitables. Corinne était dans le salon prenant son petit déjeuner comme d'habitude, complètement inconsciente de ce qui allait se passer. Guillaume entra dans la pièce, suivi de Marc, et tous deux échangèrent un regard significatif avant de s'approcher d'elle. Corinne, en percevant leur présence, leva les yeux et sourit, mais elle remarqua rapidement la gravité des expressions des deux hommes. « Guillaume, Marc, bonjour », dit-elle, essayant de paraître détendue, mais il y avait une pointe de nervosité dans sa voix, en remarquant l'air sombre qui les entourait. « Quelque chose ne va pas ?» Guillaume ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il s'approcha de la table et posa les lettres devant Corinne. Elle regarda les papiers, les reconnaissant instantanément, et son expression changea de confusion à panique. Son regard croisa celui de Guillaume, et elle sut, à cet instant, que son secret avait été découvert. « Corinne, » commença Guillaume d'une voix ferme mais contrôlée, « j'ai trouvé ces lettres parmi tes papiers. Je veux que tu me dises la vérité. Qu'as-tu fait de Sébastien ?» Corinne resta silencieuse un instant, son visage devenant pâle. Elle savait qu'il n'y avait plus moyen de fuir ou de cacher ce qu'elle avait fait. Avec un profond soupir, elle parla enfin, sa voix tremblante. « Guillaume, je ne voulais pas que cela aille si loin.
Je n'ai jamais voulu que Sébastien soit emmené pour toujours. C'était une erreur. Une terrible erreur. Marc, qui observait la scène avec un mélange de colère et d'incrédulité, fit un pas en avant. « Tu as orchestré mon enlèvement ?» demanda-t-il, sa voix chargée de douleur. « Pourquoi? Comment as-tu pu faire ça ?» Corinne tenta de retenir les larmes qui menacèrent de couler. « Marc, Sébastien, je ne savais pas ce que je faisais. À l'époque, j'avais l'impression que Guillaume s'éloignait de moi, se consacrant entièrement à toi. Je me sentais invisible, ignorée, et j'ai pensé que si tu étais absent un moment, je pourrais reconquérir son attention. » Guillaume avait du mal à croire ce qu'il entendait. « Tu as détruit notre famille par jalousie ?» demanda-t-il, la colère débordant dans sa voix. « Tu as mis mon fils en danger, manipulé ma vie, tout cela à cause de ton insécurité ?» Corinne se mit à pleurer, mais ses larmes n'apportèrent aucun soulagement au poids que Guillaume et Marc ressentaient. Je ne savais pas que les hommes que j'avais engagés l'emporteraient ainsi loin, que nous perdrions complètement le contrôle de la situation. Quand j'ai réalisé qu'il avait disparu pour toujours, il était déjà trop tard. Je n'avais aucun moyen de le ramener et alors, j'ai dû continuer à vivre avec la culpabilité. Marc, les poings serrés, luttait pour rester calme. « Tu as ruiné ma vie, Corinne. Tu m'as arraché à ma famille, éloigné de mon père. Et pourquoi? Parce que tu voulais plus d'attention ?» Corinne ne parvint pas à répondre. Elle savait que toute excuse serait insuffisante pour justifier ce qu'elle avait fait. Au lieu de cela, elle continua à pleurer, consciente qu'elle avait tout perdu de ce qu'elle avait un jour valorisé. Guillaume fit un pas en arrière, ressentant un mélange de dégoût et de tristesse. La femme qu'il avait aimée, en qui il avait confiance, était responsable de la pire souffrance de sa vie. « Je ne peux plus rester avec toi, » dit-il, d'une voix ferme. « Pas après cela. Tu vas devoir répondre de tes actes. » Corinne leva les yeux, désespérée. « Guillaume, s'il te plaît, je sais que j'ai fait une erreur, mais je ne peux pas aller en prison. J'étais perdue, j'avais peur. » « Tu as causé des années de souffrance non seulement pour moi, mais aussi pour notre fils, » répondit Guillaume, impassible face au désespoir de Corinne. « Il est maintenant temps que tu paies pour cela. » Il se tourna ensuite vers Marc, qui était encore sous le choc de la révélation. « Marc, je vais contacter les autorités. Elle doit être tenue responsable de ce qu'elle a fait. » Marc acquiesça, bien que ses émotions soient en conflit. Une partie de lui voulait que Corinne paie pour ce qu'elle avait fait, mais une autre partie luttait encore pour accepter que c'était la réalité. « Je veux juste que tout cela se termine, » dit-il d'une voix basse. « Je veux que la douleur et les mensonges cessent. » Guillaume posa une main sur l'épaule de son fils, lui offrant le seul réconfort qu'il pouvait en cet instant. « Ça va se terminer, mon fils. Nous surmonterons cela ensemble. » Corinne, réalisant qu'il n'y avait plus d'espoir, s'effondra sur la chaise, son chagrin désormais silencieux, résigné. Elle savait que sa vie telle qu'elle la connaissait était terminée, et que ses actes avaient finalement entraîné les conséquences qu'elle redoutait tant. Plus tard dans la journée, Guillaume fit les démarches pour remettre les preuves aux autorités. Corinne fut formellement accusée, et en l'espace de quelques jours, elle fut placée en garde à vue. La nouvelle se propagea rapidement et la demeure des Dupont, autrefois symbole de pouvoir et de respect, devint l'épicentre d'un scandale qui secoua toute la région. Guillaume et Marc, désormais seuls, tentèrent de faire face à cette nouvelle réalité. Bien que la vérité ait finalement éclaté, la douleur était toujours présente. Mais ensemble, ils décidèrent de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour reconstruire leur vie, apprendre à vivre avec ce qu'ils avaient découvert et surtout, protéger ce qui restait de leur famille. L'ombre de Corinne avait été chassée, mais les cicatrices qu'elle laissait derrière elle restaient. Cependant, Guillaume savait qu'avec le temps, et avec l'amour qu'il partageait encore avec son fils, il parviendrait à trouver la paix qu'il recherchait tant. Avec Corinne désormais en garde à vue et la vérité exposée, la demeure des Dupont semblait plongée dans un calme déconcertant. Guillaume et Marc, bien que soulagés de connaître enfin la vérité sur la disparition de Sébastien, ressentaient encore le poids
des conséquences émotionnelles que cette révélation avait apportées. Le vide laissé par Corinne était un rappel constant que la trahison venait de là où on l'attendait le moins. Guillaume passa les jours suivants dans une sorte de deuil silencieux. Il aimait encore la femme qui était devenue son épouse, mais il voyait désormais clairement que cet amour était empoisonné dès le départ. Chaque recoin de la demeure lui rappelait Corinne, sa manipulation et les mensonges qu'elle avait racontés pour garder son plan secret. La seule chose qui le consolait était de savoir que Marc, son fils, était enfin à ses côtés. Marc, quant à lui, luttait pour concilier ces nouvelles informations avec la vie qu'il avait toujours connue. Désormais, il n'était plus seulement Marc, mais aussi Sébastien, le fils disparu de Guillaume. Cette dualité le perturbait profondément. Il se sentait pris entre deux mondes, le passé qui lui avait été volé et le présent qu'il essayait encore de comprendre. Ariane, toujours à ses côtés, lui offrait le soutien dont il avait tant besoin, mais malgré cela, Marc sentait qu'il manquait encore quelque chose. C'est lors d'une de ces nuits agitées que Marc décida qu'il avait besoin de réponses que Corinne ne pouvait plus lui fournir. Il voulait savoir qui étaient les hommes qui avaient participé à son enlèvement. Était-il encore en vie? Qu'avait-il gagné avec ça? Et surtout, pourquoi ne l'avait-il jamais recherché par la suite? Ces questions le hantaient, et il savait que pour trouver une certaine paix, il devait les affronter. Un matin, alors qu'il était au bureau, Marc aborda Guillaume avec ses préoccupations. « Papa, je sais que nous avons traversé beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a encore quelque chose que nous devons régler. J'ai besoin de savoir qui étaient les hommes qui m'ont enlevé. S'ils sont encore là, pourquoi ne m'ont-ils jamais recherché ?» Guillaume, qui se posait également ces questions, acquiesça, comprenant le besoin de son fils de trouver des réponses. « J'y ai pensé moi aussi, Marc. Corinne a mentionné le nom de l'un d'eux, Rodrigo, et nous savons qu'il a joué un rôle important dans tout cela. Peut-être est-il temps de découvrir ce qui lui est arrivé. » Déterminé à aller de l'avant avec cette nouvelle enquête, Guillaume contacta un détective privé de confiance, quelqu'un qu'il avait déjà utilisé dans des affaires difficiles par le passé. Le détective, connu pour sa discrétion et son efficacité, accepta l'affaire et commença à traquer Rodrigo et les autres impliqués. Pendant qu'ils attendèrent de nouvelles informations, Guillaume et Marc tentèrent de reprendre le cours de leur vie. Guillaume se consacra au travail, essayant de garder l'esprit occupé, tandis que Marc partageait son temps entre en apprendre davantage sur les affaires familiales et passer des moments tranquilles avec Ariane. Cependant, ils savaient tous les deux qu'ils attendaient seulement la prochaine révélation, la prochaine pièce du puzzle. 2 semaines passèrent avant que le détective ne revienne enfin avec des nouvelles. Rodrigo avait été localisé dans une petite ville reculée, vivant sous un faux nom, Carlos Ferreira. Il avait disparu des radars pendant des années, mais avec les bonnes pistes, le détective avait réussi à le retrouver. Guillaume et Marc décidèrent qu'ils devaient confronter Rodrigo en personne. Ils savaient que cette confrontation pourrait raviver la douleur, mais c'était un pas nécessaire pour enfin clore ce chapitre sombre de leur vie. Avec l'aide du détective et des autorités locales, ils organisèrent un voyage jusqu'à la ville où Rodrigo se cachait. En arrivant dans la petite ville, ils furent accueillis par un temps froid et gris qui semblait refléter leur état d'esprit à tous les deux. Le détective les conduisit jusqu'à une maison modeste, presque insignifiante, où Rodrigo vivait. L'endroit était humble, bien loin de la vie d'opulence que Guillaume et Marc connaissaient, mais la simple vue de la maison fit monter la tension en eux. « Prêt ?» demanda Guillaume, regardant Marc avec sérieux. Marc prit une profonde inspiration et hocha la tête. « Oui, je suis prêt. Nous devons le faire. » Ensemble, ils marchèrent jusqu'à la porte de la maison, où Guillaume frappa fermement. Il y eut un moment de silence avant que la porte ne s'ouvre lentement, révélant un homme à l'apparence vieillie et fatiguée qui manifestement ne s'attendait pas à recevoir de visite. En voyant Guillaume et Marc, Rodrigo, ou Carlos comme il se faisait désormais appeler, resta immobile, les reconnaissant immédiatement. « Rodrigo », dit Guillaume, sa voix ferme et chargée d'années de douleur refoulées. « Je suis Guillaume Dupont, voici mon fils, Sébastien. Nous savons qui vous êtes, et nous sommes ici pour obtenir des réponses. »
Rodrigo, réalisant que son passé l'avait finalement rattrapé, tenta de garder son calme, mais il était clair qu'il était déstabilisé. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit-il, bien que sa voix trahisse la peur qu'il ressentait. Marc fit un pas en avant, la colère et la détermination brillant dans ses yeux. « Vous savez très bien de quoi nous parlons. Vous avez participé à mon enlèvement. Vous avez ruiné nos vies. Et maintenant, vous allez tout nous dire. » Rodrigo, voyant qu'il n'avait plus d'échappatoire, baissa la tête et ouvrit complètement la porte, les invitant à entrer. « Entrez, dit-il d'une voix résignée. Je vais tout vous raconter, mais n'espérez pas que cela efface ce que j'ai fait. » À l'intérieur de la maison, qui était aussi simple que l'extérieur le suggérait, Rodrigo commença à dévoiler la vérité. Il raconta comment il avait été contacté par Corinne, comment elle avait planifié l'enlèvement et comment lui et son partenaire avaient emmené Sébastien loin. « Au début, cela semblait être un travail facile, » dit Rodrigo, la voix pleine de regret. « Mais quand nous avons réalisé qu'il n'y avait pas de retour en arrière, que le garçon était parti pour toujours, je me suis cachée. J'ai passé toutes ces années à fuir ce que j'avais fait, mais je n'ai jamais réussi à échapper à la culpabilité. » Guillaume et Marc écoutèrent chaque mot, absorbant la vérité amère. Ils savaient qu'il n'y avait rien que Rodrigo puisse dire pour effacer la douleur qu'ils avaient ressentie, mais entendre cette confession leur offrit une forme de clôture. Rodrigo se proposa de collaborer avec les autorités, leur fournissant les noms des autres impliqués, mais Guillaume savait que le plus grand fardeau était celui qu'il porterait intérieurement. Après quelques heures, Guillaume et Marc se levèrent, prêts à quitter la maison de Rodrigo. « Vous allez faire face à la justice, » dit Guillaume avec fermeté. « Et nous allons essayer de reconstruire nos vies. » Rodrigo hocha simplement la tête, sachant qu'il n'y avait plus de fuite possible. Guillaume et Marc quittèrent la maison, prêts à affronter ce qui allait suivre. Ils savaient que la confrontation avec Rodrigo n'était que le début d'une nouvelle phase de leur vie, une phase où la vérité, aussi douloureuse soit-elle, avait enfin été révélée. Avec la confession de Rodrigo et l'arrestation imminente des personnes impliquées dans l'enlèvement, Guillaume et Marc retournèrent à la demeure Dupont avec un sentiment de soulagement, mais aussi d'incertitude. La vérité avait enfin été exposée, mais cela ne signifiait pas que les cicatrices émotionnelles se guériraient rapidement. Tous deux savaient qu'ils allaient maintenant devoir faire face aux conséquences de tout ce qui avait été révélé. Guillaume, en particulier, était déterminé à s'assurer que ceux qui avaient participé à l'enlèvement de Sébastien soient tenus responsables. Il passa les jours suivants en contact avec ses avocats, s'assurant que l'affaire soit portée devant les tribunaux le plus rapidement possible. L'idée de justice, de voir tous les coupables punis, était l'une des rares choses qui lui apportaient un peu de paix d'esprit. Marc, de son côté, luttait avec un tourbillon d'émotions contradictoires. Bien qu'il sache que justice était faite, il ne pouvait pas éviter le sentiment de vide qui persistait dans son cœur. Il avait passé toute sa vie sans connaître sa véritable identité, et maintenant qu'il la connaissait, il se sentait plus perdu que jamais. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans les jardins de la demeure, Marc trouva Ariane assise sur l'un des bancs de pierre, observant l'horizon. Elle semblait calme, mais en même temps, quelque chose dans sa posture suggérait de l'inquiétude. Marc s'approcha lentement et s'assit à côté d'elle. « J'ai l'impression que tout a changé si vite, » dit Marc, rompant le silence. « Et même si je sais qu'on a enfin découvert la vérité, j'ai toujours l'impression d'être à la dérive. » Ariane se tourna vers lui, ses yeux reflétant la compréhension et l'amour. « Je sais que c'est difficile, Marc. Tu as traversé quelque chose que personne ne devrait avoir à affronter. Mais je suis là avec toi, et nous allons surmonter cela ensemble. » Marc soupira, sentant le poids des mots d'Ariane. « J'ai juste l'impression d'avoir perdu tellement de temps, du temps que je ne récupérerai jamais. Et maintenant, avec toute cette vérité exposée, je ne sais pas comment avancer. » Ariane prit la main de Marc, la serrant doucement. « Tu n'as pas besoin de toutes les réponses maintenant. Nous allons avancer pas à pas, découvrir ensemble comment vivre cette nouvelle vie. Tu as retrouvé ton père et il est là pour toi, et moi aussi. » Marc sourit, bien que de manière mélancolique. « Je sais que je suis irrationnel, mais une partie de moi se demande encore comment aurait été ma vie si rien de tout cela ne s'était passé.
Si j'avais grandi avec mon père sans avoir été enlevée. Mais je sais que je ne peux pas changer le passé. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons choisir comment vivre le présent et l'avenir, dit Ariane, essayant de lui apporter du réconfort. Tu as la chance de construire une nouvelle vie avec les personnes qui t'aiment. N'est-ce pas ce qui compte vraiment? Marc acquiesça, sentant un soulagement en entendant les mots d'Ariane. Oui, tu as raison. Je pense que j'ai juste besoin de temps pour m'adapter à tout cela. Dans les jours qui suivirent, Guillaume et Marc commencèrent à trouver un nouveau rythme dans leur vie. Guillaume, désormais plus proche de son fils que jamais, s'efforça de passer plus de temps avec lui, non seulement au travail, mais aussi dans des activités quotidiennes qu'ils n'avaient jamais eu la chance de partager. Ensemble, ils explorèrent les environs du manoir, redécouvrirent des hobbies que Sébastien aimait autrefois, et même commencèrent de nouveaux projets ensemble. Ariane, quant à elle, se consacra à transformer le manoir en un véritable foyer accueillant. Elle redécora certaines pièces, essayant d'effacer les souvenirs sombres que Corinne avait laissés derrière elle, et créa un environnement où chacun pouvait se sentir en paix. La maison, qui semblait autrefois un lieu plein de secrets et de douleurs, commençait maintenant à dégager une nouvelle énergie, celle qui reflétait l'espoir d'un avenir meilleur. Cependant, malgré les tentatives d'aller de l'avant, les blessures laissées par le passé étaient encore présentes. Guillaume, en particulier, luttait contre la culpabilité de ne pas avoir vu ce qui se passait sous son propre toit. Il savait que l'arrestation de Corinne et des autres coupables n'effacerait pas les années de souffrance qu'il avait endurées avec Marc, mais il espérait qu'avec le temps, les cicatrices deviendraient moins douloureuses. Un jour, alors que Guillaume et Marc étaient dans le bureau, discutant des prochaines étapes pour les affaires familiales, un appel inattendu du détective apporta une nouvelle révélation. Le détective informa que, lors des enquêtes, ils avaient découvert qu'un des complices de Rodrigo, qui était resté en arrière-plan jusqu'alors, tentait de fuir le pays. Ce complice était une pièce clé dans l'enlèvement et possédait des informations qui pourraient apporter plus de clarté sur les années où Sébastien avait disparu. Guillaume et Marc savaient qu'ils ne pouvaient pas laisser passer cette opportunité. Ils contactèrent immédiatement les autorités et commencèrent à planifier une action rapide pour capturer le complice avant qu'il ne parvienne à fuir. Le détective suggéra également que Marc soit présent lors de l'interrogatoire, car son témoignage pourrait aider à faire pression sur l'homme pour qu'il avoue tout ce qu'il savait. Le lendemain, Marc et Guillaume se rendirent à l'endroit où le complice avait été localisé, un petit village près de la frontière. La tension était palpable alors qu'ils attendaient l'arrivée des autorités. Lorsque l'homme fut finalement arrêté et conduit à l'interrogatoire, Marc ressentit une vague d'émotion en face de l'un des responsables de sa souffrance. Pendant l'interrogatoire, le complice resta d'abord silencieux, mais en voyant Marc, quelque chose changea dans son expression. Il commença à parler, révélant des détails troublants sur la manière dont l'enlèvement avait été planifié, les lieux par lesquels Marc était passé, et comment il avait été vendu à la famille adoptive, qui n'avait jamais su sa véritable origine. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, apporta à Marc la clôture dont il avait tant besoin. Il savait maintenant ce qui s'était passé, il savait qui étaient les responsables, et cela l'aida à enfin commencer à laisser le passé derrière lui. Lorsque tout fut terminé, Guillaume et Marc retournèrent au manoir, conscients que le chemin vers la guérison serait encore long, mais également conscients qu'ils avaient fait un pas important. Ensemble, père et fils savaient qu'ils pouvaient affronter tout ce que l'avenir leur réservait. Après le face-à-face avec les complices et la révélation complète de tous les détails de l'enlèvement, une nouvelle phase commença dans la vie de Guillaume et Marc. La vérité, bien que douloureuse, apporta une conclusion dont ils avaient tous deux besoin. Maintenant, la priorité était de reconstruire leur vie, de guérir les blessures et d'aller de l'avant avec la certitude qu'ils étaient enfin libérés des fantômes du passé. Guillaume décida qu'il était temps d'apporter quelques changements importants. Il avait toujours été un homme d'affaires impitoyable, concentré sur l'expansion de sa fortune, mais après les événements récents, il se rendit compte que sa véritable richesse résidait dans la famille qu'il avait failli perdre. Il commença à déléguer plus de responsabilités au cadre de confiance de l'entreprise, se réservant le temps nécessaire pour être avec Marc et Ariane. Marc, quant à lui, s'engagea à se rapprocher de son père et à s'adapter au nouveau rôle que la vie lui avait imposé.
Avec le soutien d'Ariane, il commença à s'impliquer davantage dans les affaires familiales, apprenant les subtilités que Guillaume avait maîtrisées au fil des ans. En même temps, Marc et Guillaume s'engagèrent à passer plus de temps ensemble, en dehors de l'environnement de travail, renforçant les liens qui avaient été interrompus pendant si longtemps. Un après-midi, alors que Guillaume et Marc se promenaient dans le jardin du manoir, ils discutèrent de la manière dont ils pourraient utiliser le temps et les ressources qu'ils avaient maintenant pour aider d'autres familles qui pourraient traverser des situations similaires. « Je pensais créer une fondation, quelque chose qui pourrait aider les enfants disparus et leurs familles », suggéra Marc, avec un éclat de détermination dans les yeux. « Nous pourrions utiliser notre expérience pour faire une différence dans la vie d'autres personnes. » Guillaume regarda son fils avec fierté. « C'est une excellente idée, Marc. Je pense que c'est exactement ce que nous devons faire. On peut transformer notre douleur en quelque chose de positif, quelque chose qui puisse éviter à d'autres familles de vivre ce que nous avons vécu. » Ainsi, père et fils commencèrent à travailler à la création de la fondation, se consacrant à des causes qui, pour eux, avaient désormais une signification personnelle profonde. La fondation gagna rapidement en notoriété, non seulement grâce au poids du nom Dupont, mais aussi par le sérieux avec lequel ils traitaient chaque cas et leur dévouement à faire la différence. Ariane trouva également sa place dans ce nouveau chapitre de leur vie. Elle prit en charge la coordination de plusieurs projets au sein de la fondation, notamment des programmes de soutien psychologique pour les familles, un aspect qu'elle savait crucial pour la guérison émotionnelle. Avec sa sensibilité et son empathie, Ariane devint un pilier du succès de l'organisation, créant des liens profonds avec les familles soutenues par la Fondation. Pendant ce temps, au manoir, l'atmosphère continuait de changer. L'espace, autrefois rempli de souvenirs douloureux et de secrets sombres, était maintenant un lieu de renouveau et d'espoir. Guillaume ordonna une rénovation complète de plusieurs parties de la maison, non seulement pour moderniser son apparence, mais aussi pour symboliser le nouveau départ que tous vivaient. L'un des projets les plus importants fut la création d'un mémorial pour Sébastien, où toute la famille pouvait se rassembler pour se souvenir des bons moments et célébrer la vie qu'il redécouvrait en tant que Marc. Le mémorial, situé dans un coin paisible du jardin, devint un lieu de réflexion et de paix, un endroit où Marc et Guillaume se rendaient fréquemment pour se reconnecter avec les émotions qu'ils continuaient de traiter. Un soir, alors que la famille était réunie au mémorial, Marc exprima sa gratitude d'avoir enfin trouvé sa place dans le monde. « J'ai passé tant d'années sans savoir qui j'étais, sans savoir où je devais être, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « Mais maintenant, je sais que je suis exactement là où je dois être, avec les personnes que j'aime. Et malgré la difficulté du passé, je suis prêt à avancer et à construire un avenir meilleur. » Guillaume, touché par les paroles de son fils, posa la main sur l'épaule de Marc. « Je suis prêt aussi, mon fils. Nous avons perdu tant de temps, mais maintenant nous avons l'occasion de faire quelque chose de grand avec le temps qu'il nous reste. Et cela, pour moi, est la plus grande victoire de toutes. » Les mois passèrent, et avec eux, la vie au manoir Dupont trouva un nouvel équilibre. Guillaume, Marc et Ariane s'établirent dans une routine qui équilibrait le travail à la fondation, les affaires familiales et les moments de détente qu'ils appréciaient plus que jamais. La maison, autrefois symbole de douleur et de perte, était désormais un foyer chaleureux, plein de vie et d'amour. L'impact de la fondation commença à se répandre, atteignant des familles à travers le pays et même au-delà des frontières. Le dévouement de Marc et Guillaume à aider les autres à retrouver leurs proches et à guérir les blessures émotionnelles causées par ces tragédies fut largement reconnu, et la Fondation devint rapidement une référence dans son domaine. Cependant, malgré toutes ces réalisations, Guillaume et Marc savaient que la guérison était un processus continu. Il y avait encore des moments où le poids du passé revenait les hanter, mais ils affrontaient désormais ces défis ensemble, avec la certitude qu'unis, ils pouvaient surmonter n'importe quoi. Un matin ensoleillé, alors qu'ils marchèrent dans le jardin en direction du mémorial de Sébastien, Guillaume se tourna vers Marc et lui dit « J'ai beaucoup réfléchi à tout ce que nous avons traversé, et je pense que je comprends enfin ce que signifie vraiment vivre. Ce n'est pas une question de possession ou de pouvoir accumulé, mais des liens que nous créons et des vies que nous touchons. » Marc sourit, approuvant les paroles de son père. « Oui, papa,
Je pense que nous avons maintenant une nouvelle mission, vivre pleinement, pour nous et pour ceux que nous avons perdus. Et ensemble, nous pouvons y parvenir. » Alors qu'ils marchaient côte à côte sous le soleil du matin, père et fils ressentaient que pour la première fois depuis de nombreuses années, ils étaient réellement en paix. L'avenir restait incertain, mais ils étaient désormais prêts à l'affronter avec courage et détermination, sachant qu'ensemble, ils pouvaient transformer toute obscurité en lumière. Les mois passèrent, et la vie au manoir Dupont entra dans une nouvelle ère de paix et de sens. La fondation que Guillaume et Marc avaient créée prospérait, et la famille semblait enfin avoir trouvé un rythme harmonieux, quelque chose que Guillaume pensait ne plus jamais connaître. Cependant, même avec la routine rétablie, il y avait une sensation que quelque chose de nouveau et de positif était toujours sur le point de se produire. La vie était devenue une série de possibilités infinies, et la famille Dupont était prête à en saisir chaque opportunité. Un jour, alors que Marc et Ariane se promenaient dans le centre-ville, visitant l'une des antennes de la fondation, Marc remarqua une jeune mère avec son petit garçon sur la place. Il s'arrêta un instant, observant l'interaction entre eux. La scène était simple, mais profondément émouvante pour Marc. Il pensa autant que lui et Guillaume avaient été perdus, mais aussi autant qu'ils avaient encore pour profiter ensemble. Lorsqu'ils arrivèrent à l'antenne de la fondation, ils furent accueillis avec enthousiasme par l'équipe, qui avait des nouvelles excitantes. Un nouveau projet était en cours, un programme de soutien qui offrirait non seulement une aide financière, mais aussi un soutien émotionnel aux familles traversant des crises similaires à celles que Marc et Guillaume avaient affrontées. Ariane était profondément impliquée dans la coordination de ce nouveau programme, et son dévouement était évident. Après une réunion productive, Marc et Ariane rentrèrent à la maison, où ils trouvèrent Guillaume dans le bureau en train de revoir des documents liés à la fondation. Lorsqu'il leva les yeux et vit le couple, il sourit chaleureusement. « Comment s'est passée votre journée à l'antenne ?» demanda-t-il, curieux. « C'était super, papa », répondit Marc en s'asseyant sur une chaise en face du bureau de Guillaume. « Nous lançons un nouveau programme qui va vraiment faire la différence pour de nombreuses familles. Je sens que nous sommes sur la bonne voie. » Guillaume acquiesça satisfait. « Je suis fier de ce que nous construisons ensemble. Mais plus encore, je suis fier de la manière dont tu deviens un leader qui inspire les autres. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas toujours. Cela vient de l'intérieur. » Ariane les rejoignit, s'asseyant à côté de Marc. « Je suis d'accord, » dit-elle, regardant son mari avec tendresse. « Marc a un don pour comprendre les besoins des gens parce qu'il est passé par là. Cela fait de lui quelqu'un qui peut vraiment changer des vies. » Marc, un peu gêné par le compliment, sourit timidement. « Je pense que c'est quelque chose que j'ai appris de toi, papa. Tu n'as jamais renoncé à me retrouver. Tu n'as jamais cessé de te battre pour la vérité. Et cela m'a montré ce qui compte vraiment. » Guillaume ressentit une vague d'émotion en entendant les paroles de son fils. « Ce qui compte vraiment, c'est que nous sommes ensemble maintenant. Le passé a été douloureux, mais c'est l'avenir qui compte. Et l'avenir que nous construisons est quelque chose qui me donne de l'espoir chaque jour. » Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes douces d'orange et de rose, les trois se dirigèrent vers la terrasse, où ils pourraient profiter de la vue sur les jardins du manoir. L'air était frais, et la légère brise semblait porter avec elle la promesse de jours meilleurs. Guillaume, les mains appuyées sur la balustrade, observait les jardins en contrebas. « Vous savez, » commença-t-il, pensif, « il y a quelque chose de spécial à créer quelque chose qui durera au-delà de nous. La fondation que nous avons construite, la nouvelle vie que nous menons, cela continuera bien après notre départ. Et pour moi, c'est la définition d'un héritage. » Marc et Ariane échangèrent un regard, tous deux ressentant le poids positif des paroles de Guillaume. « Nous créons quelque chose ensemble, » dit Marc avec conviction. « Quelque chose qui touchera de nombreuses vies et, je l'espère, inspirera d'autres à faire de même. » Ariane sourit, enlaçant Marc par derrière. « Et c'est tout ce que nous pouvons demander. Un nouveau départ, une nouvelle mission et la chance de faire le bien. » Tandis qu'ils observaient le soleil disparaître à l'horizon, un sentiment de tranquillité et d'accomplissement envahit chacun d'eux. Le passé, avec toutes ses douleurs et ses luttes, se transformait désormais en quelque chose de beau et de significatif. L'obscurité qui avait autrefois enveloppé la famille Dupont se dissipait enfin, laissant place à une lumière régénératrice. Plus tard dans la soirée,
la famille se réunit pour un dîner simple mais riche de sens. Ils rirent, partagèrent des histoires et, surtout, apprécièrent la présence les uns des autres. C'était un moment de pur bonheur, quelque chose que Guillaume, Marc et Ariane avaient appris à chérir par-dessus tout. Alors qu'ils se préparaient à clore la soirée, Guillaume proposa un toast. Levant son verre, il regarda Marc et Ariane avec affection. « À ce nouveau départ, dit-il, sa voix ferme mais empreinte d'émotion. À tout ce que nous avons perdu, mais aussi à tout ce que nous avons gagné. Que nous restions toujours unis, quoi que l'avenir nous réserve. » Marc et Ariane levèrent leurs verres, en écho aux mots de Guillaume. « À ce nouveau départ, » répétèrent-ils, avec des sourires aux lèvres. Le doux son des verres qui s'entrechoquent marqua le prélude d'une nouvelle phase, une phase où l'espoir, l'amour et l'union seraient les piliers sur lesquels ils construiraient leur vie. Et ainsi, la famille Dupont entra dans une nouvelle ère, où le passé était enfin résolu et l'avenir brillait de possibilités infinies.